Bonjour à tous mes petits amis. Oui, je sais, j'ai encore modifié le cadre, l'angle, j'ai tout changé comme d'habitude. Je vais faire un truc un peu différent, c'est pour ça, la prochaine fois je remettrai la caméra là où elle est censée être. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je vous ai toujours pas fait le fameux vlog où je dois vous parler de mes films préférés. Je vous ai parlé il y a déjà 3 mois et que j'ai déjà en tête depuis 6 mois au moins. Vous savez que les sorties de la semaine c'est le court-métrage Clodo et puis le petit délire sur Star Wars. Donc voilà, je vous apprends rien sur ça. Et puis ah oui, si, petit truc vite fait. Dave85, le dessinateur officiel de Banal Fantasy et de Metal Gear Solid, sera au Lille Comics Festival en exposant dimanche. Vous pourrez donc aller le voir parce que il pourra vous faire des dédicaces, donc il pourra vous faire des dessins de Banal Fantasy par exemple si vous voulez, ou de Metal Gear Solid. Il sera là avec une réédition de sa bande dessinée Blue Ghost dont je vous ai déjà parlé, qui est vachement bien, donc faut la prendre. Et puis voilà, donc si vous avez envie d'aller le voir, ce sera donc à Lille comme l'indique le nom du truc. Je vous ai mis le lien vite fait en dessous vers le blog de Dave et vers le festival. Alors, étant dans une école de cinéma, vous vous êtes sans doute dit que mes films préférés, ça allait être des vieux films en noir et blanc, de Bresson, de Bergman, et ce genre-là. Le film le plus vieux de mon top 10 est des années 88, je crois. Ça a été extrêmement compliqué. Je pensais pas que ce serait si dur que ça. En fait, à chaque fois que je mettais un film à tel rang, j'en rajoutais un autre qui faisait reculer de 3 crans. C'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver est-ce que vraiment je le préfère plus que celui-ci ou que celui-là. Faut vous dire que c'est pas un classement fixe. Il a bougé d'ailleurs récemment. Il a bougé ne serait-ce que l'année dernière avec l'un des numéros. En fait, il aurait fallu que je fasse un classement par genre. Déjà, rien que pour ça, il aurait fallu que je fasse un peu top 10 par genre. S'il y en a que vous avez pas vu, mais ça m'étonnerait. S'il y en a que vous avez pas vu, si peut-être les premiers, mais s'il y en a que vous avez pas vu, regardez-les, je vous le conseille, parce que moi je les aime beaucoup. Numéro 10. Hard Candy. C'est un film extrêmement particulier, c'est l'histoire d'une jeune gamine de 14 ans, ou en gros 13-14 ans, peut-être un peu moins, qui discute avec un jeune trentenaire sur internet. Ils décident de se rencontrer un jour, et le trentenaire la ramène chez lui. Et le film commence comme ça. Donc on se dit bien évidemment, le mec la ramène chez lui, il va lui faire un truc, quelque chose va se passer. Sauf que non, le mec se fait droguer par la gamine. Quand il se réveille, il est attaché sur son fauteuil. Et la gamine lui dit, je suis persuadé que t'es un pédophile, je suis persuadé que t'as tué Donna Mauer, je crois qu'elle s'appelle la fille, et je partirai pas d'ici tant que je l'aurai pas prouvé. C'est absolument génial, il y a une tension qui est absolument terrible dans ce film. Jusqu'à la fin du film, on ne sait pas s'il est vraiment pédophile, si c'est elle qui est tarée, si lui est taré, s'ils sont tous les deux tarés, s'ils ont tous les deux raison, s'ils ont tous les deux tort. C'est jusqu'à la dernière réplique du film, la dernière scène, je crois que c'est la 3e ou 4e avant-dernière réplique, nous donne la réponse. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Et vraiment, c'est un film qui m'a marqué. Quand j'avais vu la bande-annonce, je me souviens que j'avais été vraiment marqué par le truc. Et le film est absolument génial. C'est Ellen Page qui joue le rôle de la fille et elle est extrêmement douée. Donc voilà, si tu restes en place, ça va pas le faire. Faut que tu trouves une position, que tu te mettes quelque part, mais oui, non, oui, peut-être, je ne sais pas. J'adore ce chat. Numéro 9. 500 Days of Summer, qu'on pourrait aussi appeler 500 jours ensemble dans la traduction française qui perd totalement le jeu de mots original, donc qui n'est pas très utile. C'est une... j'ai du mal à dire que c'est une comédie romantique parce que ce n'est pas vraiment le cas. L'introduction du film me dit tout de suite que ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire sur l'amour, mais ce n'est pas une histoire d'amour. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tom, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, qui rencontre une jeune fille donc nommée Summer, Zoé Deschanel, Summer voulant dire été, et pour lui c'est la femme de sa vie, c'est la déesse, c'est l'incarnation de son amour, véritable. Et on suit en fait les 500 jours pendant lesquels Summer a marqué sa vie, c'est-à-dire du jour où il l'a rencontrée jusqu'au dernier jour où il l'a vue. Le film fait du coup des allers-retours entre les différents moments de leur rencontre, les moments où ils sont ensemble, les moments où il y a une tension, les moments où ça se sépare. Et puis l'aboutissement donc des 500 jours, c'est voilà, que va-t-il se passer au 500e jour. Beaucoup de mes amis voient ça comme un film pessimiste, et bizarrement moi je vois ça comme un film qui au contraire est ultra optimiste. Je pense que quand on sort d'une rupture, c'est le meilleur moyen pour se redonner envie d'aller chercher et de faire quelque chose. À chaque fois que je vois ce film, à la fin du film, je suis comme ça. De mon écran, j'ai des ailes qui me poussent. Je trouve que la fin de ce film est sublime.
et extrêmement vrai. Enfin, le film traite ça de façon réaliste. C'est la première comédie romantique que j'ai pas vu se terminer avec le grand discours larmoyant et grandiloquent de la nana vers le mec ou du mec vers la nana, où ils s'annoncent que, enfin, ils se font un grand discours comme quoi ils sont obligés d'être ensemble et que c'est cosmique et que c'est, enfin voilà. Donc ils évitent absolument tout genre de conneries. C'est très bien foutu, c'est très bien filmé. Il y a des scènes qui sont géniales où vraiment je me vois quand je suis en couple dans ces scènes-là. Et donc c'est vraiment extrêmement bien foutu. Et voilà. Numéro 8, The Fountain. Non pas parce que ça a mon nom de famille comme titre, mais c'est un film de Darren Aronofsky. Donc Darren Aronofsky, il a fait très récemment Black Swan et The Wrestler. Il l'avait fait avant Requiem for a Dream. D'ailleurs, il l'a fait juste avant. Oui, il l'a fait juste avant The Fountain. The Fountain, en fait, c'est assez compliqué à expliquer. D'ailleurs, c'est un film qu'il faut voir 2 fois, au moins, pour le comprendre. Je m'en rappelais plus du tout, mais je m'en suis rappelé quand je l'ai montré à des amis récemment, que quand on le voit la première fois, on ne pige que dalle, ou très peu. Même moi qui suis très habitué aux films un peu labyrinthiques, avec des allers-retours dans le temps et des changements-là, même moi j'étais un peu paumé à la fin. Il a fallu que je revoie une 2e fois pour tout comprendre et tout capter, parce qu'en fait on revoit des signes de chaque truc au début, enfin qu'on ne comprend pas au début quand on les voit, donc c'est très difficile de s'en rendre compte après. Je vais essayer de vous résumer l'histoire. C'est un homme donc joué par Hugh Jackman, qui est chercheur qui fait des recherches contre le cancer. Sa femme a un cancer qui doit absolument essayer de trouver un remède. Parallèlement à cette histoire, on suit le même mec en l'an 2500 dans un vaisseau spatial en route vers une étoile mourante, parce que il a trouvé le remède trop tard, sa femme est morte, et il pense que quand l'étoile va mourir, ça va ramener sa femme à la vie. Et on suit également le héros de l'histoire qu'écrivait sa femme avant de mourir. L'histoire d'un conquistador qui part en Amazonie chercher l'arbre de vie pour la reine d'Espagne, pour la rendre immortelle. Donc ça se passe en 1500. Et ce conquistador est une représentation, une mise en abîme. Je vais utiliser les termes que j'apprends à l'école. Une mise en abîme du personnage donc du personnage principal. Je ne sais plus comment il s'appelle, ça m'est sorti de la tête. Je crois que c'est Tommy d'ailleurs, comme dans 500 jours ensemble. Bref, c'est très très beau, c'est superbe, c'est totalement déprimant. Vous voyez le film, vous avez envie de vous jeter par la fenêtre. Donc regardez The Fountain d'abord et 500 jours ensemble ensuite. Et donc voilà, c'est absolument à voir. Darren Aronofsky, c'était vraiment un très bon réalisateur. J'ai pas trop accroché à The Black Swan, mais je pense que c'est vraiment parce que je suis totalement insensible à la danse. Et il y a des arts comme ça qui n'ont aucun impact sur moi, donc ouais, je pense que c'est ça qui a fait que je suis pas rentré dans Black Swan. Mais voilà, vraiment à suivre Darren Aronofsky. Numéro 7, 28 Days Later, soit 28 jours plus tard. C'est le meilleur film de contamination, je peux pas dire zombie parce que c'est pas des zombies, mais le meilleur film de contamination que j'ai vu de ma vie, au-delà même des films de George Romero. Je pense que vous le connaissez tous parce qu'il a acquis une très grosse notoriété après sa sortie finalement. On en a très peu parlé quand il est sorti. On a beaucoup parlé après, quand il a été diffusé à la télé ou en DVD et que les gens l'ont regardé, l'ont loué, l'ont acheté. C'est énorme. L'image est dégueulasse. C'est une astuce de réalisateur je sais pas si vous l'avez vu, je pense que vous l'avez tous vu. C'est l'astuce que je pense qu'on n'avait pas vu. Tout le film est tourné en caméra DV. Donc caméra DV, pas HDV comme celle que j'ai là, qui a une image qui est très propre, avec laquelle on peut faire un film si on l'en souhaite, mais une caméra DV, donc les vieilles caméras avec lesquelles je faisais par exemple mes premiers courts-métrages. Vous avez remarqué que ces caméras ont une qualité d'image pourrie. C'est dégueulasse, c'est... Excusez-moi, j'ai un petit renvoi. C'est dégueulasse, il y a de l'aliasing partout, c'est ultra compressé, donc c'est moche. Et du coup, donc comme tout est un univers sombre et assez opaque et assez désespéré, cette image dégueulasse colle très très bien avec des noirs beaucoup trop poussés, des blancs aussi beaucoup trop cassés, enfin vraiment tous les défauts d'une caméra comme ça. Et la dernière séquence du film est tournée en 35 mm sur pellicule, et donc beaucoup plus belle et beaucoup mieux faite. Et c'est le moment où tout va mieux. Je sais pas si tout le monde l'a vu, on peut pas le voir sur DVD parce que la résolution du DVD est plus ou moins la même que la DV, mais moi qui l'ai en Blu-ray maintenant, on voit très 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 nettement qu'il y a un changement de qualité entre les deux, et que voilà, il y a une signification déjà au changement de format. Donc c'est très très bien pensé, c'est Danny Boyle qui a fait celui-là, il a aussi fait Slumdog Millionnaire, et il a fait beaucoup d'autres films, il a fait 127 heures récemment avec James Franco coincé dans une crevasse qui est très très bien foutu. Lui aussi réalisateur à suivre parce que souvent il fait des très très bons films. Numéro 6, Inception.
Je sais pas si j'ai besoin d'en parler. Le succès du film, je pense, parle de lui-même et est pour une fois tout à fait mérité. Parce que quand les ch'tis font je sais pas combien de millions d'entrées, ça me fait vraiment chier, mais quand Inception fait 8 millions, ils ont fait 6 ou 8 millions d'entrées, là c'est mérité et ça vaut le coup, quoi. Et vraiment, ce film est un pur chef-d'œuvre. Je pense que j'ai rien d'autre à dire dessus.